Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un livre qui a vraiment fait des vagues, Le courage de ne pas être aimé. Il est basé sur la psychologie d'un certain Alfred Adler. Et croyez-moi, sa vision de la liberté et du bonheur, elle est radicale. Alors préparez-vous, parce que ça risque de pas mal bousculer notre manière de penser. Dès le début, le livre nous met une claque avec cette question. Et si notre passé n'était finalement pas la cause de notre malheur? Imaginez un peu. Si tout ce qu'on croit savoir sur l'impact du passé, c'était faux. Et si les traumatismes qu'on a vécus n'expliquaient pas vraiment nos problèmes d'aujourd'hui. C'est cette idée assez folle qu'on va creuser ensemble. Et c'est là que tout bascule. D'un côté, on a la psychologie classique, celle de Freud, qu'on appelle l'étiologie. En gros, elle regarde dans le rétroviseur. On cherche la cause dans le passé. On se demande sans cesse, mais pourquoi ça m'est arrivé? De l'autre côté, on a l'approche d'Adler, la téléologie. Et là, on ne regarde plus en arrière, on regarde droit devant, vers le but. La question devient, ok, mais à quoi ça me sert ce comportement maintenant? Passer d'un pourquoi à un pourquoi faire, c'est une véritable révolution. Allez, on plonge dans le premier gros morceau, la première idée vraiment percutante du livre. Pour Adler, c'est simple. L'idée qu'un traumatisme passé contrôle notre présent, c'est juste une illusion. Alors là, attention, quand il dit « le traumatisme n'existe pas », ça peut choquer. L'idée, ce n'est évidemment pas de dire que les événements difficiles n'ont pas eu lieu ou n'ont pas fait mal. Non, pas du tout. Ce qu'il veut dire, c'est qu'aucun événement, aussi terrible soit-il, ne nous détermine. Ce n'est pas l'événement lui-même qui compte, c'est l'histoire qu'on se raconte dessus, c'est le sens qu'on choisit de lui donner. En fait, on passe de victime de notre passé à créateur de notre présent. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? La téléologie, c'est l'idée que nos émotions ne sont pas des trucs qui nous submergent comme ça sans raison. En fait, on les crée, on les fabrique, la plupart du temps sans même s'en apercevoir, pour servir un but bien précis. Laissez-moi vous donner un exemple du livre, ça va être beaucoup plus clair. Imaginez quelqu'un qui reste cloîtré chez lui. La psychologie classique dirait « cette personne est anxieuse et à cause de ça, elle ne peut pas sortir ». Logique. Mais la psychologie adlérienne, elle, retourne le truc à 180 degrés. Elle dit « cette personne a d'abord le but de ne pas sortir et pour atteindre ce but, elle fabrique l'émotion de l'anxiété. Le but vient avant l'émotion. C'est assez dingue quand on y pense, non? Et c'est exactement la même chose pour la colère. L'exemple du livre est génial. Une mère est en train de crier sur sa fille. Le téléphone sonne. D'un coup, sa voix devient toute douce. « Allô? Oui, bonjour ?» Elle raccroche et se remet à hurler instantanément. Pour Adler, c'est la preuve ultime. La colère, ce n'est pas une émotion qui nous submerge. C'est un outil qu'on sort de sa boîte quand on en a besoin, par exemple pour se faire obéir, et qu'on range aussi sec. Bon, si nos problèmes ne viennent pas du passé, alors ils viennent d'où? La réponse d'Adler est aussi simple que déstabilisante. Tous nos problèmes, sans exception, sont des problèmes relationnels, avec les autres. Et c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur, au concept le plus connu du livre. Ce concept, c'est la séparation des tâches. Imaginez que dans chaque relation, il y a une ligne au sol. D'un côté, il y a mes affaires, de l'autre, tes affaires. L'idée est simple, ne pas franchir la ligne pour s'occuper des affaires des autres et ne laisser personne franchir la ligne pour s'occuper des nôtres. C'est vraiment la clé pour se libérer du regard des autres. Alors, comment on fait pour savoir ce qui est à qui? C'est simple. Pour n'importe quelle situation, il faut se poser une seule question. Au final, qui va payer les pots cassés? Qui va subir les conséquences de la décision? La personne qui subit les conséquences, c'est celle à qui la tâche appartient. Prenons les devoirs de l'école. Si l'enfant ne les fait pas, qui a la mauvaise note? C'est l'enfant. Donc c'est sa tâche. Le parent qui est sur son dos en permanence, en fait, il s'ingère dans une tâche qui n'est pas la sienne. Et paf, ça crée du conflit. Et là, on arrive au truc le plus libérateur, mais aussi le plus difficile à accepter. Ce que les autres pensent de nous, ça ne nous regarde pas. C'est leur problème, c'est leur tâche, ce n'est pas la nôtre. Notre boulot, ce n'est pas de gérer leurs opinions sur nous. Chercher à plaire à tout prix, c'est tout simplement vivre la vie des autres, pas la sienne. Et voilà, on y est, le titre du livre. Le courage de ne pas être aimé. La liberté, la vraie, ce n'est pas de se moquer de tout le monde. C'est d'accepter l'idée que, oui, certaines personnes ne nous aimeront pas. Et que c'est OK, c'est leur droit le plus strict, c'est le prix à payer pour être soi-même, tout simplement. Mais attention, le but, ce n'est pas de devenir un ermite et égoïste qui n'en a rien à faire des autres. Pas du tout. C'est même l'inverse. C'est justement quand on est libéré de ce besoin d'être validé par tout le monde qu'on peut enfin construire des relations saines et authentiques. Et ça nous amène au but ultime selon Adler, le sentiment de communauté. Et pour construire ce sentiment de communauté, il y a une règle d'or, passer des relations verticales aux relations horizontales.
Une relation verticale, c'est une échelle. Il y a quelqu'un en haut et quelqu'un en bas. C'est basé sur la hiérarchie, le jugement. Une relation horizontale, c'est une ligne droite. On est sur un pied d'égalité, on se respecte mutuellement. Et ça passe par un petit détail dans notre façon de parler, mais qui change tout. Il faut arrêter de faire des louanges et commencer à encourager. Quelle est la différence? La louange, du style « bravo, t'es un génie », c'est un jugement. Ça vient de quelqu'un qui se place au-dessus, pour évaluer. C'est vertical. L'encouragement, c'est « merci, ça m'a beaucoup aidé ». Là, on n'évalue pas, on exprime sa gratitude d'égal à égal. C'est horizontal. Et tout ça nous mène à la définition du bonheur selon Adler. C'est hyper simple, mais en même temps très profond. Le bonheur, c'est le sentiment de contribution. C'est tout. Ce n'est pas être le plus riche, le plus célèbre ou le plus aimé, c'est juste sentir qu'on est utile à quelqu'un, qu'on apporte sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est un bonheur qui est accessible à n'importe qui, n'importe quand. Ok, tout ça c'est super, mais on fait comment, concrètement, au jour le jour? Comment on atteint ce fameux bonheur? Eh bien, la dernière partie du puzzle, la dernière grande idée du livre, nous demande de changer radicalement notre vision de la vie. La plupart d'entre nous voient la vie comme une ligne droite. On part d'un point A et on veut arriver à un point B. Le problème avec ça, c'est que toute la partie entre A et B, c'est-à-dire presque toute notre vie, on la considère comme une phase de transition, une attente. Adler dit « oubliez ça. Voyez plutôt la vie comme une danse. Quand on danse, le but n'est pas d'arriver au bout de la pièce. Le but, c'est de danser. Chaque pas, chaque mouvement est une finalité. C'est l'instant qui compte. » Les Grecs de l'Antiquité avaient un mot pour ça, « énergéa ». Ça décrit une action qui est sa propre finalité, le mouvement et le but. C'est exactement l'idée de la danse. Notre vie ne devrait pas être une course vers un objectif, mais un état d'accomplissement permanent, à chaque instant. Imaginez qu'on a un projecteur. Au lieu de l'éclairer au loin, vers un futur incertain, ou en arrière, vers un passé qui n'est plus, on le braque juste là, sous nos pieds, sur l'ici et maintenant. Parce qu'au fond, c'est tout ce qu'on a. En vivant chaque moment à fond, comme si on dansait, on vit déjà une vie complète. Peu importe la destination. La conclusion de tout ça, elle est à la fois simple et un peu vertigineuse. Si la vie est juste une série de moments, alors plus besoin de grands plans de carrière, de plans de vie sur 20 ans. Il suffit de se concentrer sur une seule chose. Vivre ce moment. Là, maintenant, de la manière la plus intense possible. Et la somme de tous ces moments bien dansés créera au final une vie réussie. Voilà, donc le grand défi que nous lance ce livre. Se libérer du passé, oser déplaire. Trouver son bonheur dans la contribution et surtout, danser sa vie instant après instant. La question finale, ce n'est plus à l'auteur qu'il faut la poser, mais bien à chacun d'entre nous. Est-ce qu'on aura ce courage?